Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1, les titres de ce 20h. Elle a été présidée ce matin par le président ivoirien. Lors de cette rencontre des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du FMI en Afrique, Alassane Ouattara a souhaité que cette institution continue d'apporter son appui au développement de la Côte d'Ivoire. Le dialogue politique autour de la réforme de la Commission électorale indépendante CEI s'est ouvert ce matin avec tous les acteurs politiques ivoiriens. C'est un processus qui doit donner naissance à un organe consensuel susceptible de garantir la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire. Abidjan accueille le Salon international Shield Africa 2019. La 5e édition s'ouvre demain. Ce lundi, une conférence internationale présidée par le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire a planté le décor. Cette rencontre est la plus grande du continent avec des expositions pour les domaines de la sécurité et de la défense. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats à l'élection présidentielle du 24 février. Leurs recours ont tous été rejetés par le Conseil constitutionnel qui a publié la liste définitive des 5 candidats retenus. Bienvenue. Une rencontre des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du Fonds monétaire international FMI en Afrique s'est ouverte ce matin à Abidjan. Le chef de l'État ivoirien a présidé la rencontre. Il a souligné la bonne relation entre le FMI et la Côte d'Ivoire. Fija Naïma. Réunis pour la première fois à Abidjan, le séminaire des représentants et directeurs des centres d'assistance technique du FMI en Afrique s'est ouvert ce lundi matin à l'Hôtel Ivoire. Institution de Bretton Woods, le Fonds monétaire international finance le développement des pays qui en font la demande à travers des programmes d'investissement et d'assistance technique. Si cette institution financière internationale apparaît incontournable pour le financement du développement des États, ses méthodes sont parfois jugées inadaptées. Invité à l'ouverture de cette rencontre, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, a apporté une contribution aux travaux. Lui qui combine la double expérience d'économiste du FMI, où il a occupé les fonctions de directeur Afrique, puis celle de directeur général adjoint, et celle de chef d'État à la barre du développement de son pays. La bonne gouvernance, l'endettement, dans des limites soutenues, l'appropriation des programmes du FMI et leur flexibilité, l'intégration régionale, autant de préoccupations sur lesquelles le chef de l'État ivoirien s'est ouvert devant les experts du FMI. L'Afrique va mieux. Je ne dirais pas que c'est grâce au programme avec le fonds, mais c'est une meilleure acceptation du dialogue avec le FMI et la nécessité de tenir compte quand même de la vision des responsables, mais également une meilleure formation des cadres africains. Et ça, c'est quelque chose à laquelle le Fonds monétaire a grandement contribué. Donc je voudrais vous dire à quel point nous sommes reconnaissants pour cette bonne relation et également la continuité du programme que nous avons eu avec vous pendant 8 ans. Nous n'arrêtons pas de le dire d'ailleurs aux autres pays de l'UEMOA, qu'ils doivent tout faire pour essayer d'avoir des équipes avec des gens qui ont une bonne connaissance de ces questions, donc les institutions de Bretton Woods. L'appropriation est quelque chose d'essentiel de mon point de vue. Vous savez, les pays africains en général, il y a beaucoup de rigidité, que ce soit dans l'administration, que ce soit dans l'économie elle-même, que ce soit dans les mentalités, même dans le secteur privé. Et alors quand il y a des bouleversements, il faut vraiment que le fonds fasse preuve de flexibilité. C'est très important. Par exemple, je vois aujourd'hui la lutte contre le terrorisme est une préoccupation majeure qui nous est tombée dessus. Nous avons investi des ressources considérables dans ces questions de sécurité. Donc je plaide, il y a un peu plus de flexibilité par rapport à ces dépenses liées à la sécurité. Une contribution qui ouvre à une meilleure compréhension par ces experts des difficultés du terrain. Le président ivoirien a été vivement applaudi.
Les consultations pour la réforme de la Commission électorale indépendante CEI ont démarré ce lundi à Abidjan. Conformément aux instructions du chef de l'État, ce dialogue avec tous les acteurs politiques ivoiriens doit donner vie à un organe consensuel et susceptible de garantir la paix et la stabilité du pays. Alexis Ouedraogo. La réforme de la Commission électorale indépendante est lancée. Ce lundi à la primature, le chef du gouvernement entame avec les acteurs de la vie politique les consultations pour sa nouvelle composition, conformément aux instructions du chef de l'État. La rencontre de ce jour est la traduction de la volonté constante du président de la République, son Excellence Michel Alassane Ouattara, de faire du dialogue politique et de la réconciliation nationale un axe essentiel de son action. Le cadre légal qui régit l'actuel CEI, composé du groupement politique au pouvoir, des partis de l'opposition, des organisations de la société civile et de l'administration, est le résultat de larges consultations initiées en 2013 par le NDI. Dans cette même dynamique, le chef de l'État, son Excellence Michel Alassane Ouattara, a bien voulu donner à nouveau droit aux recommandations de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples quant au réexamen de la composition de la CEI en vue d'en assurer un meilleur équilibre. Il s'agit pour nous d'apporter une réponse consensuelle à cette question. Il est demandé aux partis et groupements de partis politiques d'élaborer et de mettre à disposition dans un délai de 2 semaines leurs différentes propositions qui seront la base des discussions, l'idée étant de trouver ensemble le meilleur compromis. La méthodologie que nous vous proposons pour cette réflexion s'articule autour des 2 phases dont la première concerne l'ouverture de la réflexion, qui est l'objet de la réunion de ce matin, l'élaboration de vos contributions dans un délai de 2 semaines, le dépôt des contributions respectives au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, qui sur cette base va préparer la deuxième rencontre avec le gouvernement. La deuxième phase de ce processus consistera en une discussion avec le gouvernement pour présenter les différentes propositions et rechercher ensemble le meilleur compromis. Prenant la parole tour à tour, les représentants des partis et groupements de partis politiques ont salué cette décision du chef de l'État Alassane Ouattara de faire droit à la Cour africaine des droits et des peuples pour la mise en marche de la réforme. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons d'abord de cette initiative, de la déclaration liminaire du Premier ministre qui semble indiquer que le gouvernement a véritablement la volonté, l'ambition de créer les conditions pour qu'il y ait un débat franc, un débat sincère, un débat inclusif. Et nous avons indiqué, nous souhaitons en même temps qu'il y ait un ordre du jour exhaustif et que les décisions soient des décisions consensuelles qui engagent l'ensemble des acteurs. L'adresse du Premier ministre a été très bonne. Il a reconnu que la CEI, il fallait en parler, même si on a des acquis. Il y a beaucoup de choses à faire, donc il faut tout remettre à plat. Il y a de bonnes dispositions de part et d'autre. Maintenant, il faudrait que ce qu'on décide soit appliqué. Nous félicitons le gouvernement de nous avoir invités, d'avoir ouvert le débat. Nous avons posé quelques interrogations. Nous souhaitons que, plutôt que des consultations, il soit réellement mis en place un cadre de concertation de tous les partis politiques. Nous, femmes, chefs de partis politiques, avons besoin de ce genre de rencontres parce que nous mettons de l'eau dans le vin pour que la politique ivoirienne se porte mieux. Aux côtés des hommes politiques, la société civile est elle aussi impliquée. Une rencontre est d'ailleurs annoncée pour les prochains jours. Le gouvernement veut, au terme du processus, parvenir à un organe consensuel et équilibré, gage d'élections transparentes et crédibles. Le Salon international Shield Africa 2019 s'ouvre demain mardi à Abidjan. Plus de 5000 visiteurs, 80 délégations et une cinquantaine de ministres africains en charge de la défense et de la sécurité sont attendus. Le ministre ivoirien de la Défense a présidé ce matin une conférence internationale à Boussanago. Une conférence internationale qui réunit à Abidjan des responsables au plus haut sommet des États africains autour du thème des frontières terrestres, maritimes et aériennes vivantes et régulées,
conditions du développement de l'Afrique. Ce dans le cadre de la 5e édition du Salon international Shield Africa 2019 en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Un salon dédié au domaine de la sécurité et de la défense. Tout espace d'échange et de rencontres et de discussions apporte déjà un enrichissement mutuel, des retours d'expérience et puis des concertations de décisions, notamment en ce qui concerne les acquisitions ou les décisions stratégiques en matière de défense et de sécurité. Shield Africa permet aux grands responsables africains, publics et privés, de rencontrer des industriels du monde entier qui proposent des solutions de sécurité. Ce salon qui a été créé à Abidjan en 2013 s'impose édition après édition comme le carrefour des technologies de sécurité de tout le continent africain. Le gouvernement, en tout cas, soutiendra le développement de Shield Africa, qui est en train de devenir un rendez-vous incontournable en Afrique. Et cette année, le thème de la 5e édition, la protection et le contrôle des frontières, est un thème important et qui est un thème d'actualité pour les enjeux sécuritaires de notre continent. Je veux engager les uns et les autres à faire en sorte que ce salon donne des résultats concrets. C'est vraiment l'occasion d'également nous apporter des solutions qui sont en adéquation avec nos besoins du moment et nos budgets. La 5e édition de Shield Africa va se tenir du 22 au 24 janvier au sein de l'École nationale de police. Une soixantaine de délégations officielles et au moins 5000 visiteurs professionnels sont attendus à ce 5e salon international. Le tronçon Yamoussoukro-Daloa, long de 145 km, est en cours de réhabilitation. Ces travaux visent à assurer la fluidité du trafic et faciliter l'écoulement des produits agricoles de la zone. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a effectué une visite de terrain. Soro Corona. Renforcement, traitement de l'existant, élargissement de la chaussée et revêtement. Des travaux en cours sur le tronçon Yamoussoukro-Boisflé-Daloa. Des ouvrages engagés par l'État pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures routières modernes en vue d'assurer la fluidité du trafic et de faciliter l'écoulement des productions agricoles. Pour voir de plus près l'avancée des travaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier a fait l'as Yamoussoukro-Boisflé. À chaque arrêt, Amédée Kouakou a donné des consignes pour un travail de qualité. Si tu as fini de régler, tu fais le réglage comme ça, là. Si tu as le trafic, automatiquement c'est du concassé. Hein? Ouais, ça va pas. Donc il vaut mieux, dès que tu finis, tu imprègnes, tu tires. À la fin de ce mois, je veux être sûr que tous les plans d'exécution sont sortis. Parce que l'entreprise ne peut pas avancer si elle n'a pas de plan d'exécution. Le ministre en charge de l'entretien des infrastructures routières a également visité les équipements de l'entreprise. Le ministre s'est assuré de la qualité des matériaux utilisés. Amédée Kouakou a alors exhorté l'entreprise à accélérer les travaux afin de respecter le délai contractuel pour le bonheur des usagers de cette route. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller un peu plus vite parce que nous savons que les Ivoiriens donc, qui empruntent ce tronçon, beaucoup se plaignent parce que lorsque vous passez sur un tronçon qui n'est pas agréable à circuler, mais qu'ils sachent que c'est le temps des travaux et que bientôt ils vont voir que les choses s'accélèrent, de sorte que les conditions de circulation soient améliorées. La réhabilitation du tronçon Yamoussoukro-Boisflé-Daloa, long de 145 km, est financée par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 62 milliards de francs CFA. Les travaux sont prévus prendre fin en juin 2020. Et on parle environnement avec le Fonds pour l'environnement mondial. Ce mécanisme de financement de projets environnementaux vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire plus de 5 milliards de francs CFA pour la période 2018-2020, avec en priorité la sécurité alimentaire et la restauration des sols. Grâce Kando. En plus des financements traditionnels que le Fonds pour l'environnement mondial FEM octroie à la Côte d'Ivoire, le pays vient de bénéficier de 8 990 000 $, soit plus de 5 milliards de francs CFA pour la période 2018-2022. Ces fonds serviront au financement des projets et programmes en tenant compte des priorités du pays,
D'où cette rencontre qui réunit l'ensemble des parties prenantes. Les ressources normalement sont destinées au programme de biodiversité, changement climatique et la dégradation des sols. Étant un pays agricole, la priorité de la Côte d'Ivoire ira vers ce qu'on appelle le programme FOLU qui allie sécurité alimentaire et restauration des sols. Donc des travaux ont déjà commencé. À la fin de cet exercice de renforcement des capacités du Fonds pour l'environnement mondial, nous devons nous retrouver avec des projets concrets que nous devons transmettre au FEM avant la fin de ce mois de janvier. Le Fonds pour l'environnement mondial est un organisme multilatéral qui accorde des aides financières aux pays en développement pour réaliser des projets ayant des impacts positifs sur l'environnement. Le Fonds pour l'environnement mondial a permis à notre pays de bénéficier de plusieurs projets de développement durable au niveau national, régional et mondial. Je lance un appel aux ministères et structures techniques, aux ONG et à tous ceux qui s'intéressent à l'élaboration de projets afin qu'ils identifient de nouveaux projets qui permettront de relever les grands défis environnementaux de notre pays. En qualité de pays contributeur, notons-le, la Côte d'Ivoire, dès 1992, a participé à la reconstitution des ressources du FEM à hauteur de plus de 10 milliards de francs CFA. En retour, le pays a bénéficié de plus de 150 milliards de francs CFA pour la réalisation de différents projets. Direction le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Nawa, l'Office national d'identification ONI teste un nouveau dispositif pour l'enregistrement des naissances et décès dans les délais. La modernisation de l'état civil étant l'une des composantes majeures de la mise en place du registre national des personnes physiques. Le dossier de ce 20h est signé Hervé Blé. Désormais, et s'agissant de l'état civil et de l'identification, il faudra compter avec la stratégie nationale adoptée par le gouvernement le mercredi 28 novembre 2018. La stratégie nationale de l'état civil et de l'identification vise à mettre en place un système de collecte et d'enregistrement de l'ensemble des événements d'état civil sur tout le territoire national à travers tous les centres de santé ainsi que dans les consulats et les représentations diplomatiques. Ce système permettra de générer automatiquement un numéro unique d'identification, non seulement pour chaque Ivoirien vivant sur le territoire national ou à l'extérieur, mais également pour les non-Ivoiriens résidents ou de passage en Côte d'Ivoire. Une mission dévolue à l'Office national d'identification, ONI. La structure a en charge la modernisation de l'état civil afin de maximiser l'enregistrement des naissances. L'ONI implémente depuis quelques mois dans les régions de San Pedro, de la Nawa et du Bouclé, de nouveaux mécanismes de déclaration des naissances et décès dans les délais. Celle-ci affiche un taux de déclaration inférieur à 70%. Les données statistiques de l'INEST font état d'un ratio de 14 000 personnes pour un centre d'état civil. C'est-à-dire que les centres sont très éloignés des populations. Il faut le dire, notre mécanisme actuel n'est plus adapté et ne permet plus de capter systématiquement les faits d'état civil. Corriger ces dysfonctionnements passe pour l'ONI par le rapprochement de l'administration de l'état civil des populations. Ici, entrent en jeu de nouveaux acteurs. Les points de collecte communautaires qui sont désignés par les chefs de famille au niveau des villages et qui procèdent à la déclaration systématique des faits. Les points de collecte sanitaires sont les sages-femmes et les infirmiers dans les centres de santé et qui prennent systématiquement les déclarations des naissances et les bureaux d'état civil qui sont rien d'autre que les centres secondaires. Pour l'Union Rabellion et son équipe, la journée de travail commence par un briefing. On a appris qu'il y a une dame qui a accouché et donc nous envoyons le PCC pour aller prendre les informations sur la naissance de l'enfant de moins de 3 mois. Les points de collecte communautaire et les agents de bureau d'état civil sont choisis par les chefs de village. À Yabayo, comme dans tous les autres villages qui expérimentent le projet, ils sont chargés de faire des déclarations de naissance et décès dans les délais
une réalité. Avant, c'était difficile. Partir en ville. Là-bas aussi, c'est difficile. Tu vas partir souvent, tu ne trouves pas l'argent, puis tu te retournes. Et maintenant, on nous trouve à domicile. On trouve ça bien. Les PCC qui travaillent sous le contrôle du chef du village n'hésitent pas à aller sur le terrain, guidés par le seul souci du résultat. Nous prenons le certificat médical de naissance que la sage-femme attribue à la mère. Le nom de l'enfant, vous dites que... Il faut dire que l'enfant n'est pas déclaré à l'état civil. Là, maintenant, il s'agit de prendre le nom que nous allons mettre dans le registre. Ça nous facilite. Facilite la déclaration. Voilà. De donner ça au monsieur du courrier. Et quand le commandant a fini de signer les extraits, et parfois, quand les parents ne sont pas loin du bureau d'état civil, nous prenons notre engin et nous venons livrer les extraits à domicile. Quand ils sont loin, nous prenons les numéros et quand c'est prêt, on les appelle pour leur dire que bon, la copie du jugement de ton enfant est signée. Tu peux passer chez le chef du village et localiser notre bureau d'état civil. Une fois collectées, les données sont transférées au niveau des bureaux d'état civil qui disposent d'un ordinateur équipé d'un logiciel conçu par les techniciens de l'ONI. Dans le but de capter les naissances, les décès et les faits d'état civil. Mon travail consiste à d'abord récupérer les formulaires que nous appelons attestations de naissance qui sont renseignés par les PCC qui sont dans les différents villages. Ensuite, je transfère dans les registres d'état civil. Ensuite, je fais entrer les données des naissances des enfants à l'ordinateur. Nous faisons aussi de même les déclarations de décès. D'abord centralisées au niveau de la sous-préfecture et la mairie, les données sont ensuite transférées à l'ONI. Sur le terrain, le projet donne des résultats satisfaisants. En 2015 et 2016, sur la période de février à mai, ce sont 4210 et 4044 naissances qui ont respectivement été déclarées. En 2018, avec ces nouveaux acteurs et sur la même période, les naissances déclarées sont passées à 8164. La région de la Nawa et celle du Boclé et de San Pedro, avec l'expérience des 7 à 8 mois que nous avons eu avec ce projet pilote, le taux de déclaration de ces faits d'état civil, naissance et décès, a considérablement évolué. Donc en généralisant, je pense que c'est une voie, une panacée pour l'état civil ivoirien. Permettre de capter à terme 98 à 100% des naissances en vue de leur enregistrement, c'est l'objectif d'un nouveau mécanisme de collecte de données des naissances et décès actuellement en expérimentation avec le soutien de l'UNICEF. La phase expérimentale met en exergue la nécessité de rendre effectif la motivation des nouveaux acteurs, l'aménagement des bureaux d'état civil et la satisfaction des besoins en mobilité. Voilà le dossier de ce lundi par Hugues Hervé Blé sur le nouveau dispositif pour l'enregistrement des naissances et décès dans les délais. Dans l'actualité politique, pré-congrès du RHDP, dans les régions du Folon, du Kabadougou, du Bafing et du Béré, les militants ont été invités à répondre présent le 26 janvier prochain pour le congrès constitutif. Dans la région du Béré, c'est le ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qui a conduit la délégation dans le cadre des préparatifs du prochain congrès exécutif du RHDP unifié. Souleymane Diarra-Souba a supervisé les travaux du pré-congrès local et présidé le meeting de clôture. Nous nous félicitons de l'engagement des populations du Béré à adhérer massivement au RHDP, parti unifié, et à assurer leur présence massive avec plus de 2500 personnes le 26 janvier prochain à Abidjan. Yamoussoukro, ville natale du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, en qui se reconnaissent les leaders de certaines formations politiques du pays en union autour de ses idées. Union appelée RHDP. La transformation de celle-ci en est partie. RHDP unifié. Yamoussoukro n'est donc pas en marge des préparatifs
du congrès exécutif. Ici, c'est le ministre Albert François Amichia qui a présidé les travaux et le meeting de clôture du pré-congrès local. Nous pouvons déjà affirmer que les militantes et militants de Yamoussoukro adhèrent à la création du parti RHDP. Peu avant le meeting, la délégation du ministre Amichia est allée se recueillir sur le caveau familial du président Houphouët-Boigny. C'est au complexe sportif d'Anyama que les militants et sympathisants du RHDP se sont retrouvés pour le meeting de clôture du pré-congrès. Les cadres politiques locaux ont mis les bouchées doubles en vue d'une participation active de la population de la cité de la Kola au congrès constitutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Leur grande mobilisation a été saluée par le chef de la délégation du pré-congrès RHDP à Anyama. Le 26, non seulement nous allons célébrer le président Félix Houphouët-Boigny, mais le 26, nous allons célébrer aussi le président Alassane Ouattara. Lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour ce pays, que ce soit pour la stabilité, que ce soit pour la paix, que ce soit pour le développement. Lors de ce meeting de clôture, le ministre Mamadou Touré a exhorté les populations locales à la tolérance, au pardon et à la réconciliation pour la paix dans le pays. Les populations de la région du Folon répondront massivement à l'appel du RHDP le 26 janvier prochain. C'est l'assurance donnée par Cissé Sendou, président du comité régional d'organisation du congrès dans la région du Folon. Le ministre Joseph Seka Seka, chef de mission du RHDP, a salué l'attachement de la région du Folon aux idéaux du RHDP. Le message que nous leur avons lancé, c'est de maintenir cette flamme pour le RHDP et faire en sorte que tous ceux qui aujourd'hui hésitent encore à intégrer le RHDP adhèrent rapidement pour qu'au sortir du congrès du 26 janvier, on ait un parti RHDP très fort. Le ministre Joseph Seka Seka a donc invité les élus, cadres et responsables politiques du Folon à se mobiliser afin d'être témoins de la naissance du RHDP. Dans la région du Bafing, les travaux du pré-congrès du RHDP ont été dirigés par le docteur Famoussa Koulibaly. Le député de la commune de Divo est venu expliquer aux militants du Bafing, à travers des échanges, le bien fondé de la création du parti unifié. Une formation politique qui entend s'inspirer des valeurs de l'oufouettisme pour conduire la Côte d'Ivoire au développement socio-économique. Le Bafing, qui hier a dit oui, le président de la République dit encore aujourd'hui oui pour son idée de mettre l'ensemble des enfants d'Oufoué ensemble pour une Côte d'Ivoire de paix et une Côte d'Ivoire véritablement renforcée. Donc aujourd'hui, c'est un oui massif pour l'adhésion du Bafing au niveau du RHDP. Plus de 150 000 militants sont attendus au stade Félix Houphouët-Boigny ce samedi 26 janvier. Le Burkina Faso a un nouveau Premier ministre. Le président Roch-Marc Christian Kaboré a nommé Christophe Dabiré à ce poste. La nomination intervient 3 jours après la démission de Paul Kabatieba ainsi que celle de son gouvernement. Il est décrit par ses compagnons comme un homme politique averti et un technocrate modéré. La relance économique, la grogne des fonctionnaires et surtout la lutte contre le terrorisme font partie des priorités de la nouvelle équipe gouvernementale qui sera donc dirigée par Christophe Dabiré. L'actualité internationale de ce lundi, c'est aussi la RDC avec le report de la mission de l'Union africaine après les résultats de l'élection présidentielle et aussi le Sénégal où Karim Wade et Khalifa Sall ne sont pas candidats à la présidentielle. On regarde. Au Sénégal, les candidats Karim Wade et Khalifa Sall ne seront pas candidats à l'élection présidentielle du 24 février. Leurs recours ont été rejetés par le Conseil constitutionnel qui a publié la liste définitive des 5 candidats. Les candidatures du président sortant, Macky Sall, celles de Idrissa Seck, Ousmane Sonko, Madi Kenyang et Issa Sall ont été validées. Karim Wade et Khalifa Sall ont quant à eux épuisé toutes leurs possibilités de recours. L'Union africaine est revenue sur sa décision d'envoyer une délégation de chefs d'État à Kinshasa ce lundi. Dans une récente déclaration, plusieurs membres de l'organisation en première ligne, son président en exercice, qui n'est autre que le Rwandais Paul Kagame, avait souhaité la suspension de la proclamation des résultats définitifs de la présidentielle en RDC et exprimé des doutes sérieux sur les résultats provisoires. Mais en validant la réélection de Félix Tshisekedi, la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo les a pris de court.
Juste après ce 20h, votre magazine La Côte d'Ivoire en marche consacré ce soir à 2 départements, le ministère de la fonction publique et le ministère de l'agriculture. Quelles sont les actions menées par le gouvernement dans ces secteurs avec impact réel sur la population? Rendez-vous à 20h50 avec Delphine Blas. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Marine Cognan et toute l'information sur les www.rti.ci. Bonsoir à tous.